Merci beaucoup d'avoir patienté. Je vous rejoins, je suis Monique Opposi, membre de la commission égalité femmes-hommes de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et présidente de l'association ADAFMI. Et nous avons donc Colette Bellet qui va vous présenter la séquence, une partie de la séquence Prévenir. Colette est déléguée régionale de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, l'UDES, PACA-Corse, et secrétaire générale de la Chambre régionale économie sociale Provence-Alpes-Côte d'Azur. Colette. Oui, merci Monique. Effectivement, nous nous retrouvons sur cette deuxième temps de table ronde sur la partie effectivement harcèlement et sexisme au travail. Pour vous présenter, peut-être on va avancer la slide suivante, merci, pour effectivement présenter un guide qui a été réalisé par l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Je vais faire assez rapidement. L'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire regroupe 23 syndicats et fédérations de structures de l'économie sociale et solidaire dans des secteurs d'activité qui sont effectivement les nôtres dans l'économie sociale et solidaire, qui va du médico-social, du social, du sanitaire, des missions locales, de tout ce qui est des structures de l'insertion par l'activité économique, de l'animation socio-culturelle et sportive, je vais forcément en oublier encore un certain nombre, mais en fait qui effectivement regroupe l'ensemble des associations, fédérations, coopératives, là, il y a aussi la Confédération Générale des SCOP, tout ce qui effectivement regroupe l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire et qui représente en termes au titre de l'Union à peu près 85% des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Donc effectivement, c'est aujourd'hui l'Union qui regroupe l'ensemble de ces syndicats et fédérations et qui participe au niveau multiprofessionnel dans des négociations d'accords multipro. Et en 2015, suite aux lois Rebsamen sur l'égalité femmes-hommes et la QVT, l'UDES a effectivement travaillé à la réalisation d'un guide sur l'économie, sur l'égalité femmes-hommes, et ce guide se présente donc effectivement sous cette forme-là. Donc vous avez l'occasion, tel que vous le voyez effectivement à l'écran, ce guide est composé d'un certain nombre de fiches qui permettent de travailler, 12 fiches très exactement, qui permettent de travailler à un diagnostic pour relever effectivement les différents points de l'égalité femmes-hommes. Et ce qui nous intéresse là, particulièrement là aujourd'hui, c'est la fiche numéro 8 qui est sur la mise au point et l'évaluation des violences sexistes au travail, puisque pour être dans la continuité de ce qu'on vient effectivement d'aborder. Donc, sur l'ensemble de ces fiches, il s'agit bien de faire un point précis sur les enjeux de l'égalité professionnelle, de diagnostiquer des situations au sein de chacune de ces structures, de mettre à disposition des outils pour les entreprises, et puis à partir de ces éléments-là, de mettre en avant aussi l'ensemble des bonnes pratiques, parce que cet outil peut s'utiliser dans des très petites entreprises, et ce qui est intéressant, c'est que dans l'économie sociale et solidaire, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est forcément des lieux et des endroits où forcément c'est là que ça se passe le mieux, mais parfois aussi il y a des innovations, en tout cas des pratiques qui sont mises en place et qui peuvent peut-être servir aussi pour d'autres. Donc c'est aussi ces deux éléments-là qui semblent effectivement très très importants. Le premier point, c'est qu'on va avoir
toute une partie qui est liée à l'identification dans ce qu'on avait dans la slide précédente, mais tout va bien, ça a été largement abordé par Prune de Montballon précédemment, donc je ne vais pas revenir là-dessus, en tout cas sur la définition du harcèlement sexuel, des agissements et des agressions. Je pense que vous avez l'ensemble des éléments là-dessus. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est de se dire comment effectivement aujourd'hui, quelles sont les obligations de l'employeur. Parce que ce qu'on évoquait là tout à l'heure, c'est vrai que dans une entreprise, les obligations de l'employeur, elles sont posées. Un employeur, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit effectivement s'y prendre? C'est que ces obligations, c'est effectivement d'assurer la sécurité et la protection de la santé mentale et physique des personnes, de ses collaborateurs et des personnes avec lesquelles il travaille. Donc c'est vrai que ça, c'est un point extrêmement fort qu'il faut rappeler, et du coup, ça viendra effectivement, ça permettra d'inscrire en tout cas l'ensemble des actions dans ce cadre-là. L'autre point important, c'est d'informer. On l'a évoqué aussi tout à l'heure, puisque le CIDF édite un certain nombre de documents qui peuvent être effectivement affichés dans l'entreprise. C'est informer par tout moyen les salariés des différentes définitions qu'on a effectivement abordées sur le harcèlement moral, sur le harcèlement sexuel, les sanctions qu'encourt effectivement l'employeur potentiellement, mais pas que, c'est-à-dire que effectivement la responsabilité de l'employeur peut être engagée si il n'a pas mis en place un certain nombre de choses qu'on va effectivement regarder derrière, mais en tout cas c'est bien lui qui dans cet espace-là et dans cet écosystème doit veiller à ce que l'intégrité des uns et des autres soit posée. Sur le troisième point, en tout cas, c'est de prendre, à partir du moment où il y a effectivement une situation, toutes les dispositions pour prévenir effectivement ce harcèlement, d'y mettre un terme et de le sanctionner parce que au sein de l'entreprise, lui aussi doit prendre des dispositions là-dessus, c'est-à-dire que très clairement, il y a dans ces obligations, il y a des éléments forts sur lesquels il doit pouvoir porter, et puis bien évidemment parler effectivement de cet affichage et de rappeler les différentes dispositions du Code du travail par rapport effectivement au harcèlement et aux agissements sexistes. Comment effectivement on va prévenir le harcèlement et les violences? Il va s'agir de poser et de présenter des intentions claires de l'employeur dans cette situation. Si on peut effectivement avoir la slide suivante, je te remercie. C'était abordé tout à l'heure dans le cadre d'une intervention, dans le cadre des questions qui ont été posées, c'est-à-dire monsieur qui a effectivement repris les éléments, c'est-à-dire face à une situation donnée, on va effectivement commencer par prendre connaissance des faits et on va effectivement commencer par poser un certain nombre de choses. L'important, c'est que la personne qui va venir interpeller l'employeur, va venir effectivement interpeller ou son responsable, en tout cas la personne qui va effectivement poser l'alerte, il est important d'organiser avec elle et voir en tout cas comment on va effectivement y répondre. Et à partir de ce moment-là, quelles sont, s'il y a une agression, en fonction du niveau effectivement de la situation, on va mettre en place des mesures conservatoires d'emblée, parce que s'il y a une agression vive à un moment donné, il y a effectivement une mise à pied potentielle peut-être à mettre en place, ou en tout cas un éloignement potentiel à poser, des éloignements et de la personne agressée, et bien évidemment, mais aussi de la personne qui a, pour lequel en tout cas on nous a dit qu'elle c'était potentiellement elle, mais il faut aussi
être vigilant, et il faut effectivement avoir gardé pour l'employeur suffisamment de distance entre l'un et l'autre, puisque bien évidemment la personne agressée doit être protégée et il faut mettre en place les mesures, mais aussi, il faut aussi veiller, puisque de toute façon, avant que la personne qui est présumée responsable effectivement de cet acte, il faut aussi mener et mettre en place une enquête potentielle dans l'entreprise. Donc cette enquête, elle peut être réalisée soit par une petite commission qui est dans laquelle on va pouvoir peut-être parfois associer un représentant du personnel et aussi un tiers aussi parfois de confiance, parce que c'est aussi parfois l'occasion d'interpeller un tiers de confiance pour effectivement poser cette enquête pour qu'elle soit le plus possible distanciée. Il est important qu'elle le soit. Et puis, à partir du temps effectivement de cette enquête, agir en conséquence, poser effectivement les conclusions et du coup, derrière, tirer les enseignements de ça, mais du coup, prendre les dispositions qui vont être nécessaires à prendre et porter éventuellement porter plainte si on doit le faire, prendre les sanctions qui sont apposées, qu'elles soient d'ordre juridique ou prud'homal, en fonction effectivement des nécessités. Ce qui est important, c'est que face à l'ensemble de ces situations, quand on a à traiter ce genre de situation, c'est de garder la distance nécessaire pour pour permettre effectivement à l'ensemble des équipes que l'ensemble des équipes continuent à se sentir protégées au sein de la structure, de veiller à ne pas générer des situations de conflit aggravées et d'essayer de revenir à de l'apaisement. L'important pour ce qui est de l'employeur et de l'entreprise, c'est qu'elle puisse continuer à travailler. Elle pourra, je pense que l'entreprise grandira d'autant mieux si effectivement elle a pu gérer le conflit et la situation de manière suffisamment distanciée, mais en veillant effectivement à ce que la personne qui a rencontré ce type de difficulté, en tout cas, soit reconnue dans sa difficulté. Voilà. Je pense que c'est important de pouvoir effectivement poser les choses de cette manière-là. Je ne voudrais pas être trop longue. Vous savez que, en tout cas, c'est vrai que pour l'UDES, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos documents sur le site et le portail de l'UDES. Et puis il y a effectivement sur notre portail toute une partie qui est liée à la région et vous aurez comme ça aussi des informations sur ce que nous faisons effectivement en région. Et je vais peut-être effectivement redonner la parole à Monique sur cette dimension. Et je vais peut-être aussi donner la parole, on donnera la parole donc à la personne qui va effectivement intervenir. Et puis on reviendra peut-être sur une série de questions ensemble derrière. Peut-être que ce sera plus adapté. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Colette pour cet exposé très clair. Je vais donc passer effectivement la parole aujourd'hui à la directrice de l'association Le Cap qui va donner effectivement un éclairage complémentaire qui est Madame Louisette Tchouchichine qui va effectivement s'exprimer et nous ferons effectivement une série de questions-réponses à l'issue de ces deux interventions. Louisette, à vous. Oui, alors bonjour à tous. Très brièvement, donc l'association Le Cap est une association qui est spécialisée dans les questions de harcèlement moral et sexuel au travail, qui existe depuis 2004 dans la région PACA. Nous sommes tous juristes de formation spécialisés en droit social. Donc nous avons accompagné depuis les années 2006 de nombreuses collectivités
à mettre en place des chartes, des outils internes, avec notamment les membres des représentants du personnel pour traiter les situations et créer des circuits de signalement. Donc en complément de ce qui a été dit, je vais intervenir donc sur les obligations de prévention de l'employeur. Alors sur les obligations de prévention, je ne vais pas vous asséner de texte. Ce que je voudrais surtout, c'est qu'on puisse discuter de ces obligations, des risques pour l'employeur et des outils de prévention en complément à ce qui vient d'être dit, donc qui peut être mis en place. Sachant qu'à l'association, nous mettons en place des outils de prévention, mais nous avons la chance de suivre des dossiers. Nous avons souvent accompagné des salariés devant les juridictions, quelquefois même nous avons plaidé devant les juridictions aux côtés des avocats et des victimes, et donc nous avons les deux côtés, victimes et employeurs, ce qui nous permet justement de bien maîtriser ces situations-là. Alors, on va intervenir en premier lieu sur une petite situation. Alors, est-ce qu'on peut mettre ce petit cas que je vous ai préparé? Elle est à l'écran. Vous pouvez Elle est y à aller. l'écran? Ah, d'accord, Oui, je vois. tout à fait. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, vous avez un salarié qui est victime sur son lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercé par un autre salarié. L'employeur a pris des mesures pour faire cesser ces agissements, c'est-à-dire que le salarié a dénoncé les faits et l'employeur a fait cesser ces comportements. Pour autant, malgré cette protection de l'employeur, le salarié a saisi le Conseil des prud'hommes. D'après vous, alors que l'employeur a fait cesser ces agissements, quelle est la décision, d'après vous, des magistrats dans ce dossier? Je ne suis pas sûr que ce soit les prud'hommes qui soient compétents, puisque l'employeur a pris les mesures nécessaires. Par contre, la victime peut peut-être agir au niveau pénal, pour bien distinguer la relation de droit du travail de la relation pénale. Est-ce que vous êtes tous d'accord? C'est mon avis. Ça n'est pas elle. D'autres observations? Est-ce que c'est le Conseil des prud'hommes qui est compétent? Donc vous donnez tous votre langue au chat? C'est du droit du travail, c'est le Conseil des prud'hommes, à mon avis, et c'est parce que l'employeur il a fait c'est réel. Je ne sais pas pourquoi le salarié ne pourrait pas se tourner vers le Conseil des prud'hommes en contestant la réalité de sa protection. Et d'après vous, est-ce que si le salarié saisit le Conseil des prud'hommes, est-ce que pour autant l'employeur peut être condamné ou pas? C'est le Conseil des prud'hommes qui va décider si l'employeur a fait ce qu'il devait faire. Je pense. Et à partir du moment où vous avez cité ces agissements, est-ce que ça peut suffire à éviter de faire condamner l'entreprise? Pas forcément. Alors, on peut la faire? C'est juste en fait. Alors, je vais juste faire une parenthèse avant de vous donner la réponse. Il faut bien distinguer le pénal et le civil. Il est vrai que le salarié peut porter plainte au pénal. Il va porter plainte contre l'auteur des faits. D'accord? Par contre, il peut aussi saisir le Conseil des prud'hommes sur le plan civil, et là, ce sera l'employeur qui sera responsable. L'un n'empêche pas l'autre. La différence entre le pénal et le civil, en matière de harcèlement, c'est qu'au niveau pénal, il faut prouver l'intention de nuire de l'auteur. Alors qu'en matière prud'homale, la victime n'a pas à prouver l'intention de nuire. C'est-à-dire qu'un employeur peut être condamné quand bien même il n'a pas l'intention de nuire. Et ça, il faut savoir que c'est extrêmement important. Donc, est-ce qu'on peut avoir la slide suivante? Ah, on voit très mal. Vous voyez bien? On voit pas du tout. Est-ce que... Alors, dans cette voit affaire, l'écran, il y a une décision donc, de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 9 avril 2015. Il faut savoir que les magistrats ont condamné l'employeur, quand bien même
ce dernier a pris des mesures pour faire cesser ces agissements de harcèlement. Ce qui est important dans cette affaire, c'est que les juges ont considéré qu'il y avait eu une absence de prévention de l'employeur. Et très souvent, d'ailleurs, dans les décisions de justice, les juges, pour condamner l'employeur, font la distinction et peuvent allouer des dommages et intérêts distincts du harcèlement subi et du défaut de prévention. Et là, en l'occurrence, on a considéré que le défaut de prévention de l'employeur suffisait à le faire condamner en raison des conséquences subies par le salarié. Est-ce que vous avez des réactions ? Alors, on va passer. Là, effectivement, ça s'explique, c'est qu'il y a le défaut de prévention qui est, on va dire, fautif, c'est-à-dire de la part de l'employeur. Il ne faut pas un acte en lui-même d'harcèlement qui a été jugé, je ne pense pas, ou je ne sais pas, mais c'est le développement de l'employeur à son obligation de prévention, qui doit aussi être une obligation de résultat, je pense, de pas mis en œuvre les mesures de prévention par rapport à ça. Alors, effectivement, c'est un comportement qui lui est reproché. Tout à fait. C'est-à-dire que l'employeur, on a dit tout à l'heure, Madame Gaudet, a une obligation de prévention, une obligation de sécurité, et à partir du moment où il n'a pas mis en œuvre des sensibilisations, des actions, on considère qu'il a manqué à son obligation de prévention. Alors, on va revenir sur la slide suivante. Alors, qui doit prouver le respect de l'obligation de prévention? Alors, d'après vous, est-ce que c'est l'employeur qui est accusé? Est-ce que c'est le salarié? Ou est-ce que c'est ni l'un ni l'autre? La charge de la preuve est partagée. J'ai bien une idée, mais c'est pas grave. Je suis pourtant juriste, je ne dirai pas. eh oui, non, là, c'est forcément, c'est l'employeur. C'est pas possible. Oui. Il y a un problème, je crois, dans la présentation du PowerPoint. Ah. Oui. Ah voilà, c'est bon. Alors, oui, alors là, c'était bon, voilà. Alors, dans une affaire du 3 novembre 2016, les juges ont considéré qu'il appartenait à l'employeur de prouver le respect de son obligation de prévention. Et donc, ce n'est pas au salarié de prouver. Donc, vous avez vu que la jurisprudence est assez sévère à l'égard des employeurs, puisqu'il appartient à l'employeur de préserver la santé physique et mentale, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc des salariés. Tout à fait. Ah, je crois qu'on vous a perdu. On a perdu votre son, Madame Louise. Voilà, ça y est, vous êtes revenue. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez passer la diapositive suivante? Alors, prévenir, donc c'est déjà connaître ses obligations réglementaires et législatives. Alors, on va faire un petit focus sur les obligations de prévention, sachant qu'il y a des nouveautés qui ont été apportées par la loi du 3 août 2021. C'est ensuite connaître les risques encourus par l'entreprise, les risques à défaut de prévention, mais aussi le risque au niveau de tout ce qui relève des accidents du travail. Et on en parlera tout à l'heure. C'est également identifier et comprendre les mécanismes et comportements qui génèrent de telles situations. Et c'est impulser des actions en lien, s'il existe, avec le CSE, donc obligatoire à partir de 11 salariés. Et c'est bien entendu identifier toutes les ressources internes et externes pour mettre en place des actions efficaces et surtout qui soient crédibles. C'est très important. Nous, en tant qu'association, quand l'employeur, quand il y a un procès, l'employeur fait très souvent état de ses actions, mais la plupart du temps, ce qu'on va regarder, c'est la crédibilité de ces actions. Et notamment quand ces actions ne sont pas mises en place avec les représentants du personnel
alors qu'ils existent, au niveau des enquêtes quand elles ne sont pas contradictoires. C'est vrai que tous ces éléments nous montrent en fait qu'il y a une faille dans l'organisation de la prévention. Donc il faut que ce soit des actions crédibles. Alors, on va suivre. Donc la slide suivante. Alors juste pour rappel, puisque ça vous a été indiqué tout à l'heure, que l'employeur doit mettre en œuvre des mesures pour assurer la sécurité, pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Alors il faut savoir aussi qu'il y a dans le Code du travail un article qui indique que le salarié lui-même doit également avoir un rôle dans la santé des autres salariés. Alors, toujours pareil sur les obligations générales de prévention, il ne faut pas oublier que l'employeur est obligé d'évaluer les risques professionnels. Donc, il doit évaluer les risques, les combattre à la source, et dans l'alinéa 7, il faut préciser qu'il doit planifier la prévention, notamment concernant les risques qui sont liés au harcèlement moral, au harcèlement sexuel, ainsi que tout ce qui concerne les agissements sexistes. Sachant que tout ce qui concerne les agissements sexistes et tout ce qui concerne les sanctions qui peuvent être infligées à des salariés ou à des témoins peuvent être considérées comme une discrimination. Et d'ailleurs, dans ces situations de discrimination, nous saisissons le défenseur des droits qui enquête, puisque une dénonciation et une sanction qui en découle ou un licenciement constitue une discrimination sexiste. Alors, on va revenir sur la slide suivante, donc sur la planification de la prévention. Donc, retenez bien ce texte qui est très important, puisqu'il va pouvoir avoir des conséquences extrêmement importantes s'il y a un litige prud'homal. Alors, on va revenir sur la slide suivante. Alors, il faut savoir qu'il y a des renforcements des obligations générales de prévention, notamment auprès du CSE, puisque vous savez que la loi du 3 août 2021 fait du document d'évaluation des risques professionnels un répertoire de l'ensemble des risques. Et il faut que les résultats de ces évaluations débouchent sur des actions concrètes. Et le renforcement du rôle du CSE également dans cette loi, puisque vous savez qu'il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail, mais l'évaluation des risques professionnels ainsi que les mises à jour ne peuvent pas se faire sans que le CSE ait son mot à dire et soit informé, consulté. Alors, d'ailleurs, les résultats de cette évaluation, selon les nouveaux textes qui ont été ajoutés, vont déboucher sur des actions concrètes qui vont être différentes en fonction de la taille de l'entreprise. Notamment pour les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 50 salariés, il faut que l'employeur effectue un programme annuel de prévention. Et pour les petites entreprises, ça va être des mesures. Je ne voudrais pas vous asséner avec les textes du Code du travail. Est-ce qu'on peut passer... Alors, il faut savoir aussi que dans cette nouvelle loi, il y a un renforcement également des obligations de l'employeur avec une obligation de dépôt dématérialisé du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, il y aura un portail numérique à destination des entreprises et cela permettra d'avoir une traçabilité, puisque vous savez que le document unique, on peut le faire à tout moment, le modifier à tout moment, le compléter à tout moment. Et là, ça permettra justement de pouvoir avoir un suivi et une traçabilité des actions de l'employeur. Alors, il y aura 2 temps concernant ce dépôt dématérialisé du document unique d'évaluation des risques. À compter du 1er juillet 2023, ça sera pour les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 150 salariés. Et au plus tard,
les entreprises devront le déposer de façon dématérialisée à partir du 1er juillet 2024 pour les entreprises de moins de 150 salariés. Donc, la loi a été votée et il faudra voir ensuite, je pense que dans le décret d'application qui sortiront, il faudra voir comment tout cela va être mis en place, sachant qu'on a demandé aux branches professionnelles de pouvoir accompagner les entreprises pour les aider dans ce document unique dématérialisé. Et ensuite, il y a une modification des articles concernant donc, le rôle du CSE. Alors, on va passer, si vous voulez, sur le code du travail. Alors, on va passer, on va aller pour rappel, donc, concernant le CSE, on va directement passer au rôle du CSE. Alors, vous savez que depuis 2 ans, 3 ans, c'est assez récent, Janvier 2020. le CSE doit désigner un référent de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en son sein. Et ensuite, dans les entreprises d'au moins 250 salariés, il faut un deuxième référent sexiste qui, généralement, va plus être du ressort des ressources humaines. Le rôle reste à définir en interne, bien entendu, sachant qu'un représentant du personnel est dans son rôle et un service d'arroche dans un autre rôle. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, on va passer au niveau de... Voilà, la loi CPS pour vous montrer en fait la modification et l'évolution des textes concernant les obligations de prévention. Je ne voudrais pas vous asséner de... Voilà. Alors, d'après vous, le document unique d'évaluation des risques professionnels, dans ses versions successives, c'est-à-dire antérieures et postérieures à la réforme, doit être gardé, archivé durant 5 ans, 10 ans, 30 ans ou 40 ans. Au moins autant que la durée de vie de l'entreprise. Alors 5 ans, 10 ans, 30 ans ou 40 ans. 10 ou 30, on est sur des sujets de prévention de risques professionnels, donc c'est pas mineur non plus, mais je ne sais pas précisément, je pense 10 ou 30 ans. 40 ans. 10 ou 30 ans? Oui. Tout le monde est d'accord? Je dirais 40 ans. 40. Oui, Au moins sur la durée de vie d'entreprise, en tout cas. La réforme de août 2021, effectivement, impose un archivage de 40 ans. Cette réforme également, alors encore une fois, je n'ai pas voulu vous assigner trop de textes, je ne voulais pas être trop technique, mais il faut savoir aussi qu'il y a la création également d'un passeport prévention. Alors, il y a les textes, en fait, une partie va passer en mars 2022, d'autres en octobre 2022, mais il faut savoir aussi qu'il va y avoir une obligation d'avoir un passeport prévention, y compris d'ailleurs les demandeurs d'emploi, et ce passeport prévention à l'intérieur, il va y avoir toutes les actions qui ont été menées, alors soit à l'initiative du salarié pour faire des formations sur la santé au travail, soit à l'initiative de l'employeur, et l'employeur pourra les consulter, y compris ceux que lui-même n'a pas forcément initiés comme formation. Donc, vous voyez que les obligations de prévention évoluent, et elles évoluent dans un renforcement de la prévention, cette réforme souhaitant faire de la santé au travail un problème de santé publique. D'ailleurs, il y a toute une réforme sur la médecine du travail qui va changer de nom, d'ailleurs, qui va plus s'appeler service de santé et prévention au travail. Et donc, c'est pour vous montrer l'importance, je dirais, de cette réforme qui veut vraiment faire de la santé au travail un problème de santé publique.
Oui, tout à fait. En tout cas, moi je le vois au sein de l'UDS actuellement, on est effectivement dans cette démarche-là et de comment on accompagne tout ce travail sur la prévention santé au travail et notamment comment on peut aussi entrer dans toutes les instances paritaires nationales auxquelles on n'était pas forcément complètement associé puisqu'on est effectivement inscrit dans le cadre du multiprofessionnel et non pas de l'interprofessionnel comme peuvent l'être le MEDEF, la CPME ou l'U2P. Mais effectivement, la position qu'on a et le travail qu'on mène avec l'ensemble des entreprises dans l'économie sociale, il est important qu'on puisse aussi participer à l'ensemble de ces travaux qui sont liés à la prévention au travail, la prévention santé au travail, puisque c'est quand même un des enjeux majeurs des prochaines années. Et on a vu notamment là, dans la période de la pandémie comment effectivement et depuis combien on a comment les protocoles sanitaires sont entrés en jeu dans les entreprises. Ils existaient puisque le document unique d'évaluation des risques est un document qui existe, mais c'est un outil aujourd'hui qui trouve un renforcement très très fort justement au vu de la gestion de la pandémie. Et je pense que c'est aussi une façon de poser les choses et ça vient effectivement être traversé par l'ensemble des points qu'on rencontre là et notamment tout ce qui relève de la lutte contre les discriminations en entreprise et notamment les violences faites aux femmes. Et je rejoins On effectivement. continue. Alors, Je rejoins effectivement. alors c'est pas mon document. Voilà. Alors, prévenir justement, c'est ne pas minimiser et prendre des décisions qui sont adéquates, puisque très souvent, on le voit, quand les salariés dénoncent des situations de harcèlement sexuel ou d'agissement sexiste, la plupart du temps, les réponses qui sont apportées par les entreprises ne sont pas adaptées. C'est ce qui fait d'ailleurs que, par la suite, elles sont condamnées devant le Conseil des prud'hommes. Alors, une salariée travaille dans les cuisines d'un restaurant d'une association aux côtés de bénévoles. Elle adresse un courrier à son employeur afin de se plaindre de propos injurieux de la part d'un dénommé Léo, qui lui aurait notamment dit qu'on a un sac à foutre. Elle a indiqué avoir été victime de jets de salade, frites, œufs frits de la part d'autres bénévoles de l'association, et elle va reprocher notamment de la part de son tuteur, qui est chargé de l'accompagner dans son intégration dans l'entreprise, de ne pas avoir agi correctement et de l'avoir évincé également du repas de clôture. Alors, dans cette affaire, la salariée est allée devant le Conseil des prud'hommes. D'accord, tu as raison. D'après vous, alors plusieurs réponses possibles. Alors, on va passer la slide suivante. Alors, il y a plusieurs réponses possibles. On peut passer la slide suivante. Normalement, vous l'avez à l'écran là. Est-ce que vous la voyez? D'après vous, alors donc je vais vous lire les réponses. Alors plusieurs réponses possibles. Réponse 1, d'après vous, c'est fait en été commis par des bénévoles, donc l'association ne peut pas être condamnée. Deuxième réponse possible, l'employeur qui a fait procéder à une enquête interne, tout en invitant son personnel à prendre toutes les précautions nécessaires dans leur relation, n'est pas demeuré sans réaction à la suite de cet incident, donc il ne peut pas être condamné. Et réponse 3, l'absence de réaction du supérieur hiérarchique, par ailleurs tuteur de la salariée, engage la responsabilité de l'employeur. Donc d'après vous, alors je ne sais pas si on peut mettre la slide suivante, que les stagiaires puissent voir les différentes questions. Alors d'après vous, c'est la réponse 1,
la réponse 2 ou la réponse 3? Il y a 3. Moi. La bonne réponse effectivement est la réponse 3. L'absence de réaction du support hiérarchique, par ailleurs tuteur de la salariée, engage la responsabilité de l'employeur. Donc c'est une affaire qui est assez récente et qui date du 30 janvier 2019. Et dans cette affaire, d'ailleurs, les juges ont considéré que le fait de dire t'en as un sac à foutre était une insulte à connotation sexiste. Donc du coup, c'est assez intéressant. Sachant que les conséquences d'une sanction, d'un licenciement, si la salariée évidemment a perdu son travail, engage la responsabilité de l'employeur et peut entraîner la nullité de la décision. La nullité étant la conséquence la plus importante en matière de sanctions civiles, puisque les barèmes concernant le licenciement, Macron, ne s'appliquent pas. Est-ce qu'on peut passer... Alors, après avoir été licenciée pour faute de grave, Valérie, en contrat de professionnalisation, a déposé une plainte pour harcèlement sexuel auprès des forces de l'ordre contre son employeur. Le tribunal correctionnel a relaxé ce dernier. Plusieurs réponses possibles. D'après vous, l'employeur a été relaxé. En conséquence, le Conseil des prud'hommes ne peut plus le condamner. Ou, réponse 2, elle peut engager la responsabilité civile devant le Conseil des prud'hommes de son employeur, car elle est indépendante de la décision pénale. Je pense qu'on est bien dans la réponse 2, hein, on est bien d'accord. Puisque effectivement, on est dans des choses complètement différentes. Hein. Oui. Je laisse. Effectivement. N'oubliez pas qu'on n'exige pas la même chose de la part, au niveau pénal et au niveau civil. Au niveau pénal, on va exiger en plus l'intention de nuire, alors qu'en matière civile, on n'exige pas du tout la même chose. La charge de la preuve n'est pas du tout la même, sachant qu'en matière prud'homale, le salarié n'a pas à prouver, il apporte des éléments. Et c'est à l'employeur de prouver que ces éléments ne sont pas constitutifs d'une situation de harcèlement. Et comme on sait très bien que c'est très compliqué, souvent pour les victimes, de prouver, on a allégé la charge de la preuve au niveau civil. D'accord? Donc, effectivement, la salariée peut engager la responsabilité prud'homale de son employeur. Alors, autre affaire, un formateur extérieur à l'entreprise tient des propos répétés à connotation sexuelle avec une salariée de votre structure. Vous ne pouvez rien faire car il n'est pas salarié d'entreprise, ou au contraire, vous devez agir car même s'il maintient l'entreprise, l'employeur est tenu pour responsable. Ouais, il faut agir. Parce que l'employeur a une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. On ne peut pas laisser ça comme ça, ce sera un manquement de sa part. Tout le monde est salarié. Et tant que là, c'est un prestataire extérieur, donc effectivement, il y a une relation contractuelle aussi entre les deux sociétés. Voilà, c'est que mieux d'agir, tenter de dire, en tant qu'employeur et par sa relation contractuelle avec ce prestataire extérieur. Tout à fait. Le formateur extérieur engage la responsabilité de son prestataire, finalement, en se comportant comme ça, et l'entreprise doit impérativement prendre des mesures immédiates pour faire cesser ces agissements. Voilà. Donc, vous avez compris, l'employeur est responsable de beaucoup de choses. Alors, faire la prévention, c'est aussi connaître les risques encourus. Alors, il y a bien sûr le risque pénal. Le risque pénal est très important, notamment quand l'employeur n'agit pas, ou même, je dirais, participe éventuellement
à une situation de harcèlement, l'employeur peut être également poursuivi. Alors il peut y avoir le fait de s'abstenir d'agir, bien entendu, selon les conséquences au niveau de l'employeur. Alors on l'a vu dans des situations notamment de harcèlement où les salariés se sont suicidés et quelquefois se sont suicidés même à l'extérieur du travail. Il y a un risque également du contentieux prud'homal. Alors il faut savoir qu'au niveau prud'homal, toute sanction, tout licenciement, alors il peut quelquefois y avoir même des inaptitudes qui sont prononcées, que l'on peut considérer comme étant du fait imputable à l'employeur, et donc le risque c'est la nullité, qui est la sanction la plus grave pour l'entreprise, puisqu'elle entraîne des conséquences financières très importantes au niveau des dommages d'intérêt. Les barèmes Macron ne s'appliquent pas. Donc même si c'est un salarié qui n'a pas une grande expérience dans l'entreprise, ça peut entraîner des conséquences financières très importantes. Le deuxième risque, ça peut être aussi un risque qui est lié au risque de contentieux par rapport à la sécurité sociale. Le salarié peut faire reconnaître une dépression, une tentative de suicide comme étant liée au travail, soit ce soit reconnu comme maladie professionnelle ou en accident du travail. Et le risque, et c'est un nouveau risque d'ailleurs pour l'employeur qui évolue depuis quelques années, le risque c'est celui de la faute inexcusable de l'employeur. Alors d'après vous, quel est l'intérêt pour un salarié d'aller au prud'homme et d'aller ensuite devant le pôle de la sécurité sociale, on appelle ça le pôle sécurité sociale du tribunal judiciaire, parce que souvent ça finit devant la justice, hein, c'est une procédure qu'on fait d'abord devant la sécurité sociale, puis généralement ça va devant le pôle social du tribunal judiciaire. D'après vous, quel est l'intérêt pour un salarié de faire ces démarches, ces deux démarches? Est-ce que vous savez, c'est quoi la faute inexcusable de l'employeur? La faute inexcusable de l'employeur, lorsque l'accident du travail ou une maladie professionnelle est reconnu, permet effectivement, lorsque un taux d'incapacité permanente partielle est attribué, de voir ce taux majoré. Et ce taux majoré est à la charge des entreprises. Aujourd'hui, les grandes entreprises connaissent et ont des services de ressources humaines suffisamment développés pour pouvoir prévenir et effectivement faire en sorte que ces situations soient traitées dans le respect de la victime. Mais la difficulté pèse sur les toutes petites entreprises et sur les artisans et sur les petites associations employeurs également, qui n'ont pas toujours de services de ressources humaines suffisamment développés et qui n'ont pas toujours accès à l'ensemble des règles de droit qui s'appliquent et s'imposent à eux, que ce soit en matière de prévention ou en matière de réparation, puisque dans la faute inexcusable de l'employeur, on est dans le cadre de la réparation. Oui, tout à fait. On est dans le cadre de la réparation de tout ce qui relève de la santé des salariés, et notamment en cas de séquelles, puisque le salarié peut avoir une rente, il va pouvoir demander la majoration de sa rente, et il va pouvoir demander l'indemnisation de la totalité de son préjudice. C'est un peu comme un accident de la circulation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le préjudice, un prix de la souffrance, le préjudice sexuel éventuellement. Enfin, il y a plusieurs causes de préjudice voilà, ça va être son rôle, alors que le Conseil des prud'hommes va sanctionner tout ce qui concerne la mauvaise exécution du contrat de travail et les conséquences, c'est-à-dire la perte d'un emploi. Effectivement, ça va avoir des conséquences sur l'entreprise. Alors justement, en termes de prévention, il est important pour les petits employeurs d'identifier les comportements et d'y mettre un terme rapidement. Ce que l'on peut voir, ce qui peut poser quelquefois des problèmes au sein des entreprises, quelquefois, c'est au niveau du management. Ça veut dire que mettre en place des actions de prévention, c'est identifier les ressources internes. Alors c'est sûr que les ressources ne vont pas être les mêmes selon la taille de l'entreprise. Quand on a
des CSE, des responsables RH. On voit très bien identifier ces ressources, ça va être le médecin du travail, les membres du CSE, les responsables RH conjointement. L'entreprise peut, selon la taille, créer des commissions santé au travail et surtout créer des circuits de signalement qui soient suffisamment objectifs pour pouvoir recueillir l'adhésion des salariés. Puisque très souvent, l'entreprise, en tout cas le salarié qui est victime d'agissements sexistes ou de harcèlement sexuel, n'a pas toujours confiance à ce qui est mis en place en interne. Donc c'est à l'employeur d'avoir une action forte en matière d'action de prévention, en matière de traitement de ces situations-là, pour montrer justement son objectivité. Mais ça veut dire aussi identifier en termes de management ce qui pourrait poser des problèmes en termes de management. Nous avons eu à traiter des situations très graves où l'employeur, malheureusement, était le dernier à être informé, alors même qu'il s'agissait d'entreprises qui avaient de nombreux salariés, ce qui montrait qu'il y avait un problème de management et notamment éviter tout ce qui relève du management affectif. D'accord ? C'est-à-dire avoir des managers qui savent se positionner, qui savent identifier les comportements et qui savent les faire remonter et y mettre un terme immédiatement. Alors il ne s'agit pas de mettre à pied conservatoire tous les salariés, etc. Mais il s'agit de repérer les situations et de dire là, ça, j'en veux pas dans mon entreprise. Donc identifier les ressources internes, créer des circuits de signalement, créer des circuits de traitement des situations suffisamment objectifs de manière à ce qu'elles puissent recueillir l'adhésion des salariés. Et ensuite, ça peut être aussi identifier des services externes. Nous, on a beaucoup travaillé avec des collectivités pour la médiation, et notamment les collectivités nous demandent des fois encore, de traiter des situations par la médiation en externe, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'affectif entre les salariés, et de manière à ce que le compte rendu soit fait de façon objective pour justement éviter qu'en interne, il y ait des salariés qui finalement, parce que c'est toujours un problème d'identifier d'où ça vient quelquefois, parce qu'on a aussi des effets de groupe. Ces effets de groupe d'ailleurs qui aujourd'hui font partie des circonstances aggravantes au niveau de la loi. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Après je reste à votre disposition pour plus. Voilà. Et puis alors, bien entendu aussi, et c'est une obligation des entreprises, c'est sensibiliser, informer les salariés. Encore une fois, mettre en place une politique de prévention. Quand on a des références sexistes en interne, eh bien, il faut savoir les utiliser. Moi, c'est ce que je dis toujours aux employeurs. Vous avez des membres du CSE, utilisez-les. Ne les prenez pas comme des personnes finalement qui prennent des heures de délégation pour ne rien faire. Au contraire, utilisez-le, formez-le contre le sexisme en entreprise et faites donc des outils de prévention et de recueillement aussi des informations de manière à agir le plus vite possible et éviter des contentieux qui sont un gros risque pour l'entreprise financière, mais aussi pour le salarié qui souvent perd son travail. Voilà, et je clôturerai. Merci beaucoup, c'était très clair. On va prendre 5 minutes pour des questions que vous auriez avant de nous séparer. Donc c'est à vous pour vos questions. Je vous laisse lever la main ou prendre le micro. Peut-être qu'on a été très exhaustifs. Je suis désolée, ça ne marche pas quand je lève la main. Je voudrais poser une question. Allez-y, je vous en prie. Allez-y. Allez-y, on ne voit pas bien votre nom. Du coup, Pasquale. Allez-y, je vous en prie, allez-y. Je voudrais. On vous entend. Hein. Je voudrais des précisions par rapport. À plusieurs reprises, vous avez parlé que le risque pour l'emploi était l'annulation du licenciement. Mais je n'ai pas compris de quel licenciement. Donc, du coup, je voudrais savoir comment vous décrivez ce cas. Alors, il y a plusieurs situations qui entraînent des demandes de nullité de licenciement. Il y a le salarié qui a dénoncé et qui ensuite a été sanctionné par un licenciement parce que l'employeur n'a pas agi correctement et il a préféré se séparer du salarié qui a dénoncé. Ça peut être aussi le salarié qui malheureusement a dénoncé trop tard mais qui est en situation d'arrêt maladie et qui peut d'ailleurs ensuite saisir le conseil des prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire du contrat.
Et très souvent, entre-temps, il va avoir une inaptitude au travail. Et il peut faire valoir que cette inaptitude au travail est liée à des manquements à l'obligation de prévention de l'employeur. Et il y a des situations de harcèlement. Et là, il peut demander la nullité de ce licenciement, qui va avoir des conséquences importantes pour l'entreprise, parce que la plupart du temps, il peut demander. Moi, j'ai vu des situations, par exemple, notamment la Cour d'appel de Marseille, dans une situation de harcèlement, de discrimination, a ordonné la réintégration du salarié. Et si la réintégration n'est pas possible, vous savez que les conséquences d'une annulation, ça peut être aussi le paiement des salaires pendant toute la procédure, jusqu'à la décision qui va considérer que puisqu'il y a eu une annulation du licenciement, il va falloir payer les salaires. Mais depuis le licenciement du salarié, donc si la procédure dure des années, ça peut être extrêmement coûteux pour l'employeur, notamment quand il y a eu un licenciement et qu'il y a eu une réintégration, par exemple, de décider ou pas d'ailleurs, parce que des fois c'est souvent impossible. Mais le juge, du coup, va en tirer des conclusions et la sanction financière est toujours plus importante qu'un simple licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tout à fait. Une autre question? Il y a une autre. D'accord, merci. Et du coup, est-ce que ça peut. Allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, du coup, juste une précision. Est-ce que ça peut concerner le licenciement du harceleur si l'enquête, si l'employeur a fait son enquête et a conclu que c'était trop grave? Comment ça se passe? Alors, non, parce qu'il faudra alors qu'il soit. Vous savez que la protection concernant les nullités, elle cible certains salariés. Elle cible les salariés protégés, elle cible les victimes de harcèlement, elle cible les victimes de discrimination, elle cible les salariés qui sont accidentés du travail, elle cible la maternité, d'accord? C'est-à-dire que la nullité ne concerne que certains types de salariés qui sont identifiés dans le Code du travail. Donc non, le salarié peut contester son licenciement, dire qu'il est sans cause réelle et sérieuse. Et donc là, les barèmes, par contre, ça dépend. Il y a une autre question de monsieur Pasquale, Il y a quelqu'un qui souhaite poser une question. Allez-y, je vous en prie. C'est un monsieur, je pense. Oui, merci madame pour cette présentation très, très complète. Vous avez dit à un moment donné qu'il faut agir le plus vite possible. Qu'est-ce que vous entendez par, je sais pas pas facile de répondre, tout cas par cas, mais qu'est-ce que vous entendez par le plus vite possible? À partir du moment où il y a le signalement qui est fait, combien de temps l'employeur se doit d'agir, sous peine de lui-même se voir reconnaître, enfin être un petit peu prendre trop de temps justement à agir. Alors, agir efficacement, c'est déjà en prévention, c'est ce que tout à l'heure Madame Bénet a dit, c'est-à-dire déjà mettre en place des circuits de parole où les personnes parlent, parce qu'on peut identifier, je dirais, des situations, parce que les personnes peuvent dire, ah ben moi, hier, la blague, etc. Donc c'est déjà repérer les comportements et y mettre un terme rapidement. Et puis agir, c'est répondre correctement, c'est-à-dire à partir du moment où je suis informée d'une situation, c'est de mettre en place, déjà c'est de répondre aux salariés, alors non pas de lui répondre comme on le voit malheureusement régulièrement, où le salarié reçoit un courrier dans lequel on lui dit attention, vous serez sanctionné. En gros, on l'intimide un peu par un courrier dans lequel on lui dit bon, je vais faire une enquête, mais je tiens à vous signaler avec plein de reproches derrière, etc. Ça, il faut surtout pas le faire. Par contre, déjà, on rassure le salarié, on lui dit qu'on a pris en considération sa demande et qu'on va intervenir. Alors, il y a deux situations. J'ai suffisamment d'éléments, parce qu'il y a eu des témoins, des gens qui me disent, même moi je le sais aussi, et des fois je n'ai pas forcément agi, c'est-à-dire je sais par exemple que j'ai un salarié qui est lourd, on a des salariés, des lourds au travail, qui tout le temps font des blagues, affichent par exemple des images qui pourraient être indécentes, etc. Et donc, soit j'ai suffisamment d'éléments, et auquel cas en fonction de la gravité, je peux prendre des mesures. Alors là, les mesures, elles sont différentes, en fonction bien sûr de si c'est une simple insulte de sexiste à harcèlement sexuel. Et si je n'ai pas suffisamment d'éléments, c'est de procéder à une enquête
et surtout d'écrire au salarié en lui indiquant que je procède immédiatement à une enquête et je vais le recevoir et essayer d'avoir des informations le plus objectives possible en lui disant écoutez, moi vous m'indiquez ça, je ne peux pas le tolérer. Par contre, si après enquête il s'avère que les faits sont effectivement réels, en tout cas s'il y a des éléments, puisque n'oubliez pas qu'on n'est pas dans la preuve en matière pénale, on est dans les éléments. Si j'ai suffisamment d'éléments, alors je serai extrêmement sévère, mais croyez que je vous protège et que je prends toute la mesure, et si en interne je peux, parce qu'après ça dépend des moyens de l'entreprise, j'ai des services qui peuvent prendre en charge psychologique, etc., et qu'alors je le fais immédiatement, mais surtout j'évite de me comporter avec le salarié comme si c'était un ennemi et comme si c'était lui le coupable. Ensuite, quand je vais procéder à l'enquête, il faut impérativement que l'enquête soit contradictoire. Et ça, c'est extrêmement important, puisque quelquefois on a des enquêtes, mais on voit très bien que les enquêtes sont totalement bidonnées. On ne pose pas les mêmes questions. On fait en sorte que les représentants du personnel qui seraient peut-être plus objectifs ne soient pas présents au moment de l'enquête. Et donc, il faut impérativement que l'enquête, alors quand il y a un CSE, c'est encore mieux, elle soit décidée dans le cadre du CSE, et il faut toujours qu'il y ait au moins un représentant de l'employeur et un représentant des membres du CSE quand il y a des membres du CSE. Donc, ça, il ne faut pas hésiter à Quand il peut y avoir un tiers de confiance aussi, des fois, c'est-à-dire intéressant. travailler les questions qui vont être posées à chaque salarié, et il faut également que la personne qui est mise en cause soit également entendue. C'est ça aussi. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et ça, quelquefois, ça peut se retrouver pour l'employeur, c'est qu'on a des enquêtes dans lesquelles le mis en cause lui-même n'a pas eu à donner, je dirais, sa version des faits. Et à partir de là, c'est à l'employeur, soit il considère, parce qu'il a suffisamment d'éléments, que les agissements sont suffisamment graves, et auquel cas, alors, il peut se servir de la mise à pied conservatoire pour mettre en place tout ce temps nécessaire, justement, à enquêter, pour exclure le salarié le temps de la procédure. Mais il est extrêmement important de ne pas arriver à ce que le salarié soit en arrêt maladie, parce que c'est souvent trop tard, malheureusement. Parce que le salarié, ça veut dire qu'il est déjà arrivé au point de non-retour. D'accord, tout à fait. Écoutez, je pense, merci pour tout, merci pour toutes ces interventions. Je pense qu'on va arriver au bout, effectivement, de ce webinaire. Moi, oui, peut-être ajouter quelque chose. Je voulais juste ajouter une chose, parce qu'on a effectivement beaucoup parlé des conseils de prud'homme, et effectivement, c'est la juridiction civile qui permet effectivement de régler les conflits entre les salariés et les employeurs. Sachez que l'UDES en région PACA Côte d'Azur a au moins un représentant conseiller prud'homal employeur dans chacun des tribunaux, enfin des conseils de prud'homme de la région. Et ce sont des conseillers prud'homaux qui sont des employeurs qui ont effectivement cette pratique, que nous accompagnons au sein de l'UDES dans leur formation aussi, et qui peuvent aussi venir défendre les différentes entreprises et les employeurs en tout cas qui sont amenés à régler des conflits qu'ils peuvent avoir avec leurs salariés. C'est vrai que pour nous, ce qu'on travaille beaucoup au sein de l'UDES, c'est de travailler la prévention. Je crois que ça a été quand même le maître mot de cette matinée, en tout cas dans cette relation-là, quand on est dans la relation dans l'entreprise, c'est effectivement travailler sur la prévention, travailler sur la mise en place des espaces de dialogue, effectivement, dans les entreprises qui peuvent s'appuyer soit sur des CSE, mais ça peut être parfois pour des entreprises qui n'ont pas de CSE, se dire quand même, on peut mettre quand même ces espaces de dialogue en place, parce que ça permet de travailler la prévention et ça permet effectivement d'avoir des relations les plus apaisées possibles dans les entreprises et d'être vigilant à ce que les relations soient équitables dans nos relations. Voilà, c'était les éléments que je voulais compléter. Merci beaucoup pour ces apports extrêmement importants. Merci à vous tous et puis on vous donne rendez-vous à très bientôt pour la rediffusion sur la chaîne YouTube de la Chambre régionale de ce webinaire et à très bientôt pour de prochains webinaires dans le cadre de la commission égalité femmes-hommes de la Chambre régionale PACA.
Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci. Merci. Bonne journée, bon appétit. Merci. Merci Merci à à vous. vous. Merci à vous.